contrôle des températures d'eau, de retour d'eau de chaudière, puisque c'est le seul moyen d'avoir des rendements efficaces sur cette installation. J'en profite pour vous prévenir tous que nous enregistrons la séance qui sera disponible pour un revisionnage pour les gens qui n'ont pas pu y assister. Donc, vous êtes filmé et enregistré. Filmé, attention. Donc, applaudissez bruyamment si tout est bien. Et si certaines personnes s'opposent à l'enregistrement, merci de nous le faire savoir. Parce qu'on est obligé quand même de poser la question, non? Oui. Voilà. Donc, je donnais la parole. Attends, mais le monsieur à moustache, dont je n'ai pas le nom, a levé la main. Donc, vous vous opposez à l'enregistrement, monsieur? C'était une blague assez nulle, je dois le reconnaître. Non, non. Vous pouvez nous dire qui vous êtes? C'est d'Enfos. Thierry Aubert d'Enfos. Thierry Aubert d'Enfos. J'interviens à la fin pour la meilleure partie. Avec le casque, voilà, c'est pas le même visage. C'est un tout petit timbre là sur notre grand écran. Donc, ah bon, je me rapproche de la caméra. Ah, c'est bien là. On laisse la parole à Giovanni. Giovanni, si tu veux nous dire un mot. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette visio. Moi, j'ai juste une petite question. Les visios précédentes, elles n'ont pas été enregistrées? Non, nous avons eu l'idée d'enregistrer à la dernière visio, mais après la dernière visio. C'est dommage. D'accord, donc il n'y a pas moyen de... Non, on n'a pas les moyens de reprendre cette... Non, il n'y a pas moyen, non. D'accord. Et Giovanni, ce qui existe quand même, ce sont les présentations des intervenants, puisque chaque intervenant avait une présentation PowerPoint qui commentait, mais ces présentations-là, on les a, et je crois que Hubert les a fait parvenir. Je les ai envoyés à tous les gens, à toutes les personnes pour assister aux réunions. Ouais. Donc, on verra peut-être par la suite si on fait quelque chose autour de ces visios pour faire une communication pour tous ceux qui ne se sont pas connectés ou qui n'ont pas eu l'information, etc. Mais ça serait bien quand même qu'on en parle. Ok. Donc, pour les personnes qui sont là connectées à cette visio-là, Giovanni Monti, entreprise Fulgoni, est président de la commission chauffage au GCCP. Donc, maintenant, si tu veux dire un petit mot de bienvenue, Giovanni, tu as la parole. Oui, j'ai dit la bienvenue à tous. Hein. Moi, je ne vais pas m'étaler. On a déjà peu de temps, on a des sujets à aborder. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont contribué à faire de ces visios qui, à mon sens, sont extrêmement utiles pour la profession. Je suis un peu déçu que peu d'entreprises se soient connectées. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on aura peut-être un thème prochainement dans nos commissions pour les sensibiliser sur les réelles questions environnementales qu'on doit surmonter, nous, en tant qu'exploitants. Voilà. En tout cas, merci pour toutes vos préparations, votre implication, à tous ceux qui participent, bien évidemment. Bon, nous allons passer donc au premier intervenant, l'entreprise BDR, Monsieur Olivier Servat. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Olivier Servat. Je suis le responsable des grands projets chez BDR Therméa. BDR Therméa, donc nous, on a deux marques, Chappé et De Dietrich. Donc, je suis le porte-parole là sur l'ensemble des fabricants de matériel thermique partenaires du GCCP. Donc, comme nous le savons, les réglementations thermiques des bâtiments ont beaucoup évolué lors des dernières années. Celles-ci nous permettent d'avoir des installations nettement moins énergivores. On va changer le diapo. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, nous, fabricants, on a dû s'adapter et proposer des nouvelles solutions. En effet, les anciennes chaudières, fonte ou acier, ne permettaient pas d'atteindre ces exigences énergétiques. On a vu donc apparaître les modulations de puissance, les faibles taux de NOx. Cela nous a permis de passer des chaudières basse température aux chaudières à condensation, qui sont devenues aujourd'hui la base.
Donc, à ce jour, où est-ce qu'on en est au niveau national? Donc, ça, c'est national. Au niveau national, 63% des installations utilisent l'eau comme fluide caloporteur, avec tous les avantages que nous connaissons. Évidemment, c'est compatible, enfin, vous le lisez, c'est pas la peine que je le relise. Mais aussi, il faut bien l'avouer, avec quelques inconvénients, on en reparlera dans la présentation. Évidemment, la première chose, c'est une bonne installation doit correspondre aux besoins du bâtiment. On voit encore, en tant que fabricant et allant souvent en chaufferie, on voit encore beaucoup trop de remplacements de chaudières avec les mêmes puissances des chaudières installées, alors que les bâtiments et les besoins, eux, ont évolué. Comme on le disait, on doit donc trouver la meilleure solution énergétique pour l'utilisation des bâtiments. Et les besoins vont évoluer en fonction des besoins de ceux-ci. On ne peut pas choisir une puissance et une installation pour un bâtiment de santé, un bâtiment social. Les besoins sont tous différents. On peut évidemment mixer. Couper les chaudières avec, par exemple, le solaire, de la PAC pour faire de l'eau chaude sanitaire, des packs gaz pour faire du chauffage, et évidemment, sans oublier tous les périphériques, vases d'expansion, circulateurs, etc. Et de bien déterminer le bon produit pour l'installation. Évidemment, et vous le savez, une bonne installation doit être réalisée par un professionnel. Et en tant que membre du GCCP, vous êtes au top. Voilà. Hélas, tout le monde n'a pas votre degré de qualité de travail. Voici quelques exemples d'installations que j'ai croisées. Par exemple, installation solaire montée, là ils sont montés à l'envers. L'absorbeur, il est vers le sol. Celle du milieu, c'est quand même une chaudière de 70 kW. Pas mal. Je ne sais pas comment ça fonctionne. L'installation de droite, pour la petite histoire, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, c'est une ventouse qui sort du volet. Donc voilà, donc ça c'est des choses, hélas, qui existent. Alors, concernant la qualité de l'eau, évidemment, un traitement d'eau complet doit être réalisé, que cela soit dans le neuf ou dans la rénovation. Lessivage, désembouage, traitement et suivi. C'est vraiment un prérequis. Mais comme nous l'avons tous appris à l'école, dans l'eau, il n'y a pas que de l'eau. Entre les minéraux, les matières organiques et tout le reste, ça ne fait pas obligatoirement bon ménage avec nos installations, tout ça. Une mauvaise qualité d'eau génère des désagréments, diminution du rendement, dégâts, casse, inconfort. Et surtout, la diminution du rendement. Ce qu'on appelle communément les boues ont plusieurs origines. Corrosion des matériaux, calamine suite à un non-lessivage des installations, ça c'est plutôt dans le neuf, mais aussi en réhabilitation, quand on change des tuyaux, il faut lessiver l'installation. Bactéries, algues, liées souvent à une problématique d'oxygénation des réseaux, donc ça fait aussi une corrosion des matériaux. Ces boues entraînent donc des désagréments d'utilisation liés à une installation qui ne fonctionne pas correctement, avec comme fait visible des radiateurs qui ne chauffent pas et une installation énergivore. Donc le tartre. Le tartre, lui, bouche les installations et il entraîne donc une réduction très sensible des échanges thermiques. J'avoue qu'en préparant cette visio, j'ai appris quelque chose. On parle de 30 degrés français. Mais c'est quoi 30 degrés français? C'est environ 300 craies d'école. Celles-ci font environ 3 grammes. Chaque craie, une craie d'école, ça fait environ 3 grammes. Cela vous donne la quantité de tartre dans 1 mètre cube. Alors, des fois, on voit qu'il y a eu des appoints d'eau non traités d'environ 50, 100 mètres cubes. Je vous laisse imaginer les kilos de tartre dans les installations. C'est vraiment une problématique énorme. Et quand on dit que le tartre est un excellent isolant, pour info, 1 mm de tartre réduit l'efficacité d'un réseau de 80%.
avec 3 mm de tartre, on considère que l'installation n'échange plus rien ou presque. Si l'on souhaite garder ces installations pérennes, un entretien donc régulier permet de garder le meilleur rendement. C'est le travail des exploitants et Giovanni étant présent, il connaît bien l'histoire et heureusement qu'on a des professionnels aujourd'hui sur la place. On doit faire la 20, voilà. Donc traiter l'ensemble de la chaîne aura satisfaction et nos clients finaux seront satisfaits. Pour les bureaux d'études, que ce soit les installateurs, les fabricants, les exploitants. C'est vraiment un enjeu pour tous. Ça, c'est vraiment primordial. En résumé, grâce à l'ensemble des acteurs, les fabricants qui apportent la qualité de leurs produits, les bureaux d'études, la qualité de leurs études, les installateurs, la qualité de la pose, les exploitants, la qualité du suivi, la performance sera garantie. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais sincèrement, aujourd'hui, on voit nombre d'installations où on a ces problématiques d'embouage, Attends, hop, celle d'avant. D'embouage et tout. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour vous dresser une liste à la Prévert des produits qu'on propose. Donc, je peux simplement vous dire que donc là, vous avez les 3 marques des fabricants qui sont partenaires du GCCP. Donc, pour information, ça c'est un slide que j'ai ressorti de chez nous du marketing. On classe les chaudières en 3 grandes familles, F1, F2, F3. Chacune ont leurs intérêts sur les cas de figure, les problématiques d'implantation, d'accès, de hauteur, de place exactement. Donc toutes ont leur place sur le marché. Donc, alors clairement, c'est quoi? C'est la F1, c'est presque panneau, très réactif. Par contre, la F2, c'est une chaudière qui est réactive, mais qui n'est pas obligatoirement avec un très très fort volume d'eau. Et la F3, c'est les très forts volumes d'eau. Par contre, question de réactivité, quand on fait que de l'eau chaude, par exemple l'été, c'est des fois pas obligatoirement la meilleure des solutions. Mais toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, donc, chaque fabricant, et on est tous comme ça, en interne, évidemment, nous avons les équipes dédiées au service, que cela soit en direct, avec des numéros dédiés pour le chiffrage, l'après-co, les études, le SAV, les pièces de rechange, ou évidemment, vous avez l'ensemble des éléments sur le site Internet. Donc voilà, par exemple, des types de chaudières, des 3 marques. Voilà. Aussi, évidemment, que ça soit pour les chaudières au sol ou pour les chaudières murales, elles sont, évidemment, on peut les positionner 1, 2, 3, enfin en cascade. Elles peuvent être couplées avec ce que je disais tout à l'heure, de la PAC, des installations en thermodynamique, voilà, on a plein de solutions, des packs gaz, par exemple, voilà. Et voilà, merci pour lui, parce que c'est une planète, on n'en a qu'une, et c'est notre maison. Voilà. J'ai essayé d'être concis pour éviter de prendre trop de temps pour mes collègues. Évidemment, on est à votre disposition pour les questions-réponses de la fin de la présentation. Voilà. Merci. Merci. Et tu veux demander des questions-réponses maintenant ou on fera après. Comme tu veux. Comme vous voulez. On fera après. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un faudrait intervenir, poser des questions? Si, il y a Giovanni qui a levé la main. Oui, je voudrais rajouter un point, si tu me permets, Olivier. Bien sûr. Qui, pour moi, me semble aussi indispensable, c'est le ramonage. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé du ramonage, mais le ramonage des condenseurs, c'est vraiment crucial parce que
on a eu beaucoup de casses par des ramonages survolés ou mal faits ou pas faits du tout. Et je pense que ça aussi, on devrait sensibiliser la profession là-dessus et nos ramoneurs, puisque en gros, la plupart d'entre nous sous-traitons cette partie-là, parce que je m'aperçois qu'il y a des sociétés de ramonage qui ne sont pas du tout compétentes sur les condensations. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut mettre en avant également. Il n'y a pas que la qualité d'eau, il y a aussi ça, à mon sens. Hein. De toute façon, l'ensemble fait une bonne installation. Et puis au départ, on a beau être la meilleure des chaudières, si elle n'est pas entretenue, elle ne durera pas longtemps. Hein. Oui, mais c'est une attention particulière quand même sur le ramonage, je pense. Pourquoi? Parce que, par exemple, beaucoup lavent les condenseurs, mais ce n'est pas la solution de les laver comme ça. Ça ne résout pas le problème. Donc, je pense qu'il faut qu'on... Et je pense que peut-être nous, au GCCP, il faudra peut-être qu'on fasse passer une note là-dessus, Hubert, parce que c'est vraiment un handicap, ça. Bon. Nous allons passer à la société Elco. Michael Bazerolles. Voilà, parfait. Ça passe. Ça passe, c'est parfait. Alors, je me présente, Michael Bazerolles, je suis responsable technique avant-vente chez Elco France. Donc, je suis vraiment sur la partie avant-vente, donc sur l'aide technique que je peux apporter auprès de toute notre force commerciale. Elco France, c'est une société qui appartient au groupe Ariston. Pour vous cibler un peu pour vous cibler un peu d'où on vient, et surtout on est dédié à la moyenne et grosse puissance en chaudière, en pompe à chaleur, en cogénération et en solaire. Donc moi, ma présentation, c'était comment optimiser le rendement de vos chaudières gaz, de vos chaufferies. Donc ça va se faire en 4 points. On va parler rapidement des chaudières. Mon collègue de BDR, pardon, on a parlé un petit peu. On va parler aussi du dimensionnement. On va faire un rappel quand même dessus parce qu'il y a des choses en effet qui se font et qui ne devraient plus se faire. On va parler de la régulation. C'est primordial aussi pour une chaudière d'avoir une bonne régulation bien pensée et bien paramétrée. Et on va parler évidemment de l'hydraulique. Comme ça nous amènera aussi sur la troisième partie du collègue de chez Danfoss. Donc les chaudières, donc ça a été rappelé, on a 2 grandes familles. Pour résumer, on a les chaudières murales et les chaudières au sol. Deux types de chaudières en mettant évidemment les chaudières à fort volume en eau et les chaudières à volume en eau réduite. J'ai ramené les F1 et les F2 dans la même famille pour que ça soit plus concis. Voilà, on a des chaudières en fort volume en eau et des chaudières où les volumes sont plus restreints. Comme ça a été précisé, chaque type dispose d'avantages, mais aussi d'inconvénients, et on les développera dans la partie hydraulique. Ça sera plus clair pour tout le monde. Le plus important à retenir de maintenant, c'est que le plus important, c'est que les chaudières maintenant sont toutes à condensation et il faut passer sur des chaudières à condensation gaz.
C'est par là que passera l'optimisation de l'installation. Elle doit être équipée de brûleurs modulants. Donc, c'est des chaudières qui vont pouvoir adapter leur puissance en fonction de la demande des circuits secondaires. Et doit répondre, en plus de pouvoir répondre à des conditions environnementales, les combustions doivent être systématiquement optimisées. Ça repasse aussi par quelle est la maintenance qui doit être faite sur ces chaudières et quel est le suivi qui doit être fait. Un bon mélange air-gaz permet d'améliorer les rendements sur les chaudières, c'est évident, et limiter l'encrassage des chaudières et des éléments. On revient toujours sur la même chose, sur les corps de chauffe et sur les condenseurs. Le dimensionnement, en effet, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Il est impératif de bien dimensionner le ou les chaudières sur une installation de production de chauffage. Même si de nos jours, les chaudières sont équipées de brûleurs modulants, c'est ce que je disais, avec des modulations qui sont importantes, il est quand même essentiel d'être au plus proche des besoins réels de l'installation. Un dimensionnement trop juste entraînera forcément des surconsommations, car les chaudières seront toujours sollicitées en demande. Sans compter le fait que les chaudières étant énormément sollicitées, on risque de les casser bien avant le temps qu'on a prévu pour qu'elles fonctionnent. Et un surdimensionnement important permet pas à la chaudière de travailler sur une période qui est donnée de 18 à 5 degrés. C'est les 80% d'une saison de chauffe, 18 degrés, 5 degrés extérieurs. C'est ce qu'il y a de plus important dans une saison de chauffe. Et donc avoir une chaudière surdimensionnée limite forcément la puissance, la modulation basse de celle-ci. Si on la dimensionne bien, on va aller chercher justement la modulation la plus basse possible et éviter d'avoir des chaudières qui vont démarrer, s'arrêter au moment où on a besoin justement qu'elles tournent en fonction de la demande et au plus juste. Donc le choix de la chaudière repose sur une plage de modulation. Je le répète, mais c'est quelque chose qui est important. Une chaudière de nos jours répond à un rapport de modulation qui est de l'ordre de 1 sur 7. C'est-à-dire qu'une chaudière de 100 kg pourra descendre à 15 kW à peu près en modulation basse, ce qui est déjà pas mal. Mais il faut penser aussi plus loin et penser aussi à la cascade de chaudières. C'est quelque chose qu'on fait quasiment systématiquement, mais on se dit que ça permet d'avoir du secours, ça permet d'avoir des chaudières qui répondent systématiquement. Mais encore maintenant, on s'aperçoit qu'on met des chaudières en cascade pour répondre à la demande, mais avec une seule chaudière. Non, il faut aller sur une cascade de chaudières qui va permettre d'étendre la modulation de manière plus importante et permettre d'aller chercher des rapports de modulation de 1 pour 10, voire même de plus en plus 1 pour 11 et 1 pour 12 pour des cascades où on va mixer les puissances, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 400 kW, donc 2 fois 200 kW, on va aller chercher une petite chaudière de 100 kW et peut-être une chaudière de 300 kW pour pouvoir encore aller chercher ce talon bas sur la modulation. Donc pour rappel, plus une chaudière travaille à faible puissance, meilleur est son rendement. Donc il est donc plus économique de faire tourner 2 chaudières en cascade à 20% de puissance qu'une seule à 40%. C'est ce qu'on appelle chez nous, chez les constructeurs, la cascade parallèle. C'est celle qui est à privilégier. La régulation. Alors la régulation, c'est un vaste sujet.
c'est quand même quelque chose d'important à mettre en avant sur l'optimisation d'une chaufferie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la régulation, son rôle premier, c'est quand même de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la chaudière, de son ensemble corps de chauffe brûleur. Ensuite vient la gestion de la température et le contrôle de la puissance de la chaudière. On parle ici de la consigne de température qu'on va demander à la chaudière et encore et toujours cette fameuse modulation de puissance. La chaudière doit pouvoir s'adapter à l'installation, c'est-à-dire que la régulation doit pouvoir aider la chaudière à s'adapter à l'installation ou à pouvoir, le cas échéant, se connecter à une régulation GTC, une régulation de gestion de chaufferie ou de bâtiment même. Donc, on demande à la chaudière aussi d'être connectée via sa régulation. Et ce qui est important, bon, il y a beaucoup de choses à penser quand on fait un paramétrage de régulation, mais la première, et ça se voit encore beaucoup sur site, c'est que il y a beaucoup de surconsommation, encore de nos jours, parce qu'on a tendance à trop surélever les températures des chaudières. Il est vraiment pas utile du tout de mettre une chaudière à 80-85% à 85 degrés, pour produire de l'eau chaude à 60, alors qu'à 70, ça va très bien et ça limite les températures et favorise les retours basse température à la chaudière et donc favorise la condensation. Donc en résumé, une régulation de chaudière optimisée, ça doit disposer de quoi? Forcément du coffret de sécurité, la sécurité de la chaudière, de contrôle de température, de réglage et optimisation des paramètres. Alors ça passe forcément par la régulation, mais aussi par les techniciens qui vont faire des mises en service sur ces régulations. Il est primordial qu'ils soient formés sur les régulations et sur le matériel. La gestion de la modulation brûleur, le pilotage d'une cascade de plusieurs chaudières. Donc on en a parlé, hein, on a plusieurs choses, mais le principe de maître-esclave, les fonctions, soit la cascade alternative, parallèle, la relève, le secours, enfin voilà. Elles doivent être ouvertes à la connectivité. Avoir plusieurs protocoles bus, ça serait plutôt pas mal, mais déjà c'est déjà bien. Avoir le 0,10 volts, avoir des retours d'information. Et la gestion des circuits secondaires, plus la régulation sera en phase avec l'installation, plus elle aura d'informations sur l'installation, plus elle pourra anticiper ses actions pour être au plus proche de la demande et avoir des températures plus contenues et avoir des meilleurs retours possibles sur le condenseur. Donc l'optimisation passe évidemment par l'hydraulique, l'hydraulique étant primordiale. L'hydraulique, c'est l'élément clé d'une installation. Elle ne doit surtout pas être négligée et elle doit être bien pensée en amont. Ça permet la valorisation des retours et des débits au niveau des chaudières, une condensation maximale des chaudières, avoir un rendement amélioré et économique. À l'inverse, une hydraulique mal maîtrisée impactera fortement sur des surdébits, voire des sous-débits. Je parle principalement du condenseur. Des températures élevées. Dans certains cas, on n'arrivera pas à condenser si on n'a pas suffisamment bien maîtrisé et pensé à l'hydraulique de l'installation. Et donc, du coup, surfacturation et surconsommation. Et on aura aussi dégradation prématurée des matériels et des réseaux. Selon le type de chaudière installée, donc, il existe plusieurs solutions possibles pour optimiser l'installation hydraulique.
On a parlé des chaudières à fort volume en eau. L'optimisation de ces chaudières passe par le dimensionnement des circuits secondaires, puisque les circuits secondaires, les pompes, permettent le débit dans la chaudière. Donc là, je laisserai le soin à mon collègue, confrère de chez Danfoss, qui lui parlera des circuits secondaires et permettra justement l'optimisation de ces chaudières à fort volume en eau. Et donc, on a des chaudières donc, avec découplage. Pour ce type de chaudière, ça permet d'avoir un découplage donc, entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Et il peut être fait de plusieurs manières différentes. Donc, avec la bouteille, ça c'est le découplage classique que l'on voit partout. Mais il peut être fait aussi avec un tube droit. S'il est suffisamment bien dimensionné, c'est aussi efficace qu'une bouteille de découplage, ou encore par un découplage collecteur. Ce qui est important à bien prendre en compte lorsque vous avez ce type de chaudière, il faut que l'on favorise les retours à la chaudière et éviter d'avoir ce qu'on peut appeler des effets de recyclage ou de mélange dans les découplages. Donc, qu'est-ce qui est important d'avoir sur cette installation? C'est une pompe de charge à vitesse variable sur la chaudière. Cette pompe de charge à vitesse variable, elle va fonctionner en fonction de la puissance de la chaudière et aussi de son delta T. Mais ce fonctionnement n'est à rien sans la sonde de correction qui sera placée au plus près du découplage, qui permettra à la chaudière de travailler en fonction des températures qui vont se passer dans le découplage et des débits. Pour être clair, si la sonde de température baisse alors qu'on est la chaudière est à forte puissance, ça veut dire qu'on a moins de demandes sur les circuits secondaires, donc la puissance va baisser, le débit de la pompe va baisser, donc on va rééquilibrer le débit au niveau du découplage. Si la sonde a tendance à remonter en température, ça veut dire que la chaudière est en surdemande, donc on va aussi baisser la vitesse. Donc, cette sonde, elle est primordiale pour pouvoir fonctionner au mieux sur ce type d'installation. On a aussi d'autres solutions pour optimiser une installation et favoriser les retours. C'est ce qu'on appelle le 3 piquage ou des installations hautes et basses températures sur les retours des chaudières. Mais attention, c'est pas à privilégier, ou en tout cas ça doit être dimensionné toujours en corrélation avec le secondaire, de manière à éviter d'avoir soit des surdébits ou alors pas de débit du tout dans le condenseur. Imaginez bien que quand vous tournez avec de l'eau chaude sanitaire, ce qui n'est pas forcément conseillé, c'est que la vanne 3 voies qui est ici sera fermée, ou en tout cas en partie, et donc en effet on aura des températures intéressantes, mais pas forcément du débit, et le débit étant important pour pouvoir maîtriser des changes thermiques au niveau du condenseur. Et une autre solution aussi qui est extrêmement intéressante, c'est de pouvoir dissocier la production d'eau chaude sanitaire de la production de chauffage, tout en garantissant quand même du secours. On peut venir y mettre des vannes pour pouvoir aller d'un réseau à l'autre. Et cette solution de dissociation de production est plutôt intéressante. Comme on fait de l'eau chaude sanitaire d'un côté, les chaudières chauffage fonctionnent en fonction d'une loi d'eau extérieure, et on garantit ainsi et des températures intéressantes et du débit au condenseur.
Donc, pour optimiser une installation, 4 points importants, je le rappelle, le dimensionnement des chaudières, l'utilisation d'une régulation complète et surtout bien paramétrée, un schéma hydraulique en adéquation avec la production, et pour passer la main à Danfoss, à Hubert, pardon, à Thierry Aubert, une prise en compte des réseaux secondaires. Merci de votre attention. Ok, donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter cette partie-là. Pardon, je vais mettre en plein écran. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien, parce que là je ne me vois plus. Donc moi je suis Thierry Aubert, donc je suis responsable technique d'Danfoss Chauffage. Notre domaine de compétences au chauffage, c'est vraiment tout ce qui est hydraulique, la maîtrise des débits, l'amélioration des rendements de l'installation. Donc là, ce que j'ai envisagé, c'est assez pédagogique, c'est-à-dire avec des points clés qui vous permettent de mieux aborder sur un réseau les problématiques et éventuellement de les résoudre. Enfin, en tous les cas, d'avoir les bons réflexes en termes de réflexion. Donc, ça va être assez pédagogique. Et je vais m'appuyer sur une solution, par exemple, sur les radiateurs. Il y a bien sûr d'autres solutions chez Danfoss, parce qu'on va du chauffage urbain jusqu'au CTA, enfin, on fait tout. Donc, dès qu'il y a l'hydraulique. Et là, je vais m'attacher à regarder un peu ce qui se passe sur les solutions radiateurs. Donc, améliorer le rendement de l'installation. Ça veut dire, hop, abaisser les températures de retour. On vient de le voir spécialement pour les chaudières à condensation, mais c'est aussi valable sur les réseaux de chauffage urbain. Et pour ça, il s'agit de maîtriser les débits. Donc, si on parle le mot équilibrage, en fait, moi, je le convertis souvent en plutôt répartir les débits ou maîtriser les débits. En fait, à gauche, vous voyez tout à fait ce qui se passe, c'est qu'à gauche, vous avez beaucoup plus de débit sur les premières colonnes, donc beaucoup de chauffage, c'est pas certain, mais en tous les cas, il y a des gens qui vont se plaindre parce que ce sont les plus éloignés. Donc, les plaintes vont générer évidemment des appels, c'est pas tellement les gens qui ont trop chaud qui vont appeler, ceux-là vont ouvrir la fenêtre. Mais en tous les cas, tout ça, ça va générer des retours plus chauds que ce qui était nominalement calculé. Donc à droite, on a quelque chose de bien réalisé, de bien équilibré. Alors si on avance un petit peu, on regarde quelque chose qui est mal équilibré. Vous voyez que les premières colonnes, en fait, je l'ai représenté par la flèche ici, ont des énormes débits, des gros débits. Et plus on s'éloigne, plus le débit faiblit, effectivement, puisque là, je considère qu'il n'y a pas du tout d'équilibrage. Si on mélange tout ça, on s'aperçoit que le retour, il est relativement élevé. Et si on compare avec une installation équilibrée, là, on a bien réparti les débits, on a des retours beaucoup plus faibles, et le mélange de tout ça fait que globalement, sur le retour global de l'installation, on va revenir plus bas. Donc, bien sûr, on va favoriser la condensation, puisque c'est le réseau, en fait, qui va déterminer les températures de retour. Alors, l'équilibrage hydraulique, la situation, elle n'est pas extraordinaire en France, mais en Europe, c'est un peu pareil. Mais bon, là, on estime à 10% le nombre d'installations réellement équilibrées. Parce que si on ne fait rien, on s'aperçoit que la pompe que l'on voit, qui est représentée ici par un circuit vert avec un robinet, la pression ou la HMT de la pompe, elle va être plus importante sur les premières que sur les dernières. Donc, il y aura moins de débit sur les colonnes les plus éloignées, plein de désoccupants. Et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, les premières colonnes vont engendrer des températures de retour trop élevées, donc chute de rendement de chaudière, delta T dégradé, augmentation des déperditions. Alors, ce qui se passe en hydraulique, c'est toujours, ça part toujours de la pompe de circulation, du circulateur. Le circulateur, c'est lui qui va générer ce qu'on appelle la HMT. Et là, vous voyez, j'ai représenté une HMT constante, c'est-à-dire qu'en chaufferie, ça ne bouge pas, c'est stable. Par contre, sur un système à débit variable, vous avez des variations de pression d'autant plus importantes que vous éloignez de la pompe. En gros, on peut dire que ce sont les dernières colonnes qui vont subir le plus de variations de pression. Donc déjà, première idée, le circulateur ne traite pas de l'équilibrage. Le circulateur, c'est une solution centrale, il fait quelque chose centralisé. L'équilibrage, la maîtrise des débits, c'est forcément local. Donc déjà, la pompe ne peut pas résoudre les problèmes d'équilibrage, ce n'est pas fait pour ça. Alors, la situation aujourd'hui, problème des vannes d'équilibrage manuel, et on le sait, il y a énormément de vannes manuelles qui ont été installées depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que le parc installé, il y a encore beaucoup de vannes manuelles. Mais dire aujourd'hui que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on fait sur du débit variable, donc avec des vannes de voie, non, pas du tout.
D'une part, parce que si vous mettez des vannes d'équilibrage, on s'y met qu'il y a des campagnes de mesure en termes de débit, par exemple, vous avez un metteur au point qui va les mesurer des débits. Si c'est sur une installation existante qui est occupée, vous n'êtes pas certain que tous les radiateurs soient ouverts. Donc, en plus, quand il va régler tout ça, il y a une interaction qui va se produire entre les branches. C'est pour ça qu'il y a des différentes méthodes d'équilibrage statique, parce que c'est très complexe. Il faut une fenêtre de tir pour le réaliser. Donc, c'est une procédure longue, exigeante, et c'est peut-être pour ça qu'il y a très peu d'installations qui sont réellement équilibrées. D'autre part, c'est un comportement statique. Ça veut dire que statique, une fois qu'elles sont réglées, elles ne bougent plus. Donc, lorsque les robinets thermostatiques vont se fermer, si la HMT de la pompe est assez importante, c'est le robinet qui va tout prendre la HMT sur les oreilles et qui risque d'avoir des comportements acoustiquement non souhaitables. Et bien sûr, ça ne réagit pas au débit variable. Donc ça, c'est assez, je dirais, le fait de voir des vannes manuelles sur des réseaux qu'on espère performants, bah, c'est un peu curieux, parce qu'une vanne d'équilibrage manuel n'a de fonction qu'à 100% du débit. Donc, par conséquent, c'est une vanne qui a une utilité que quelques jours dans l'année, ou au redémarrage le matin, par exemple. Mais dans la journée, lorsque les robinets se ferment, elle n'a aucune fonction, aucune. Donc, une vanne d'équilibrage manuel, ce n'est pas adapté au débit variable. C'est bien pour ça que depuis plus de 30 ans chez Danfoss, on a développé tout de suite sur le marché, après les robinets thermostatiques, des solutions d'équilibrage dynamique ou automatique, parce que ça, c'est fait pour le débit variable. Alors, l'interaction des colonnes, on l'a vu tout à l'heure. Si, par exemple, j'ai des robinets thermostatiques sur une installation, il y a une façade sud qui se ferme, et ben on s'aperçoit que, voilà, en se fermant, il y a une interaction qui va se produire sur les autres colonnes. C'est les vases communicants, c'est une histoire de perte de charge qui diminue. Et donc, il y a cette interaction. Et ben, c'est un petit peu curieux que les gens qui sont au sud, la branche se ferme et les gens du nord vont subir un surdébit. Donc ça, c'est une chose. L'interaction des colonnes, donc, ce n'est pas résolu par l'équilibrage manuel. Il y a aussi des problèmes de remise en chauffe. Par exemple, imaginez une intermittence, donc c'est-à-dire un abaissement de nuit, très souvent, hein, au niveau de la chaufferie, il y a une horloge de programmation. Si les radiateurs s'occupaient de robinets thermostatiques non réglés, c'est-à-dire avec un gros passage, bah, quand vous redémarrez le matin, vous avez d'abord irrigué, on l'a vu tout à l'heure, les zones les plus proches de la pompe. Puis, on va se déplacer, évidemment, parce que en étant un peu patient dans la matinée, on va commencer à irriguer les autres radiateurs plus loin parce qu'en fait, les premiers commencent à atteindre leur température, donc commencent à limiter le débit, voire se fermer. Et puis, en arrivant jusqu'à la fin, au dernier radiateur le plus éloigné, où là, bah, cette personne-là va peut-être avoir du chauffage, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie après les premiers. Donc ça, c'est quoi? Bah, c'est du gain d'énergie parce que ça veut dire que l'exploitant ou l'installateur qui a en gestion la chaufferie va devoir anticiper l'horaire de mise en route parce que ce n'est pas équilibré. Bien entendu, dans une installation équilibrée, toutes les zones vont monter en température en même temps. C'est d'ailleurs un signe, ça, quand on a sur une installation des zones qui ne montent pas en température au même moment, on peut dire qu'il y a un problème d'équilibrage. Alors, autre point très important, c'est l'émission d'un émetteur, et là j'ai pris un radiateur. Il faut savoir que pour moduler la puissance d'un radiateur, vous voyez en bas il y a le débit, donc ça peut être une vanne quelconque, on peut dire que c'est un robinet thermostatique, et là c'est la puissance du radiateur. Donc au point nominal, en prenant un régime de 65-50, qui est un petit peu hybride, on a une certaine puissance 100%. Et bien tout simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on s'autorise des surdébits, en disant, tiens, je vais mettre plus de débit parce que mon radiateur va être plus puissant, eh bien, ça, c'est faux, c'est une idée fausse. Il y aura pratiquement, vous voyez, là, j'ai triplé le débit, et on gagne peut-être 15% de puissance. Donc ça, c'est faux, on ne gagne pas plus de puissance. D'une part, tout le débit qu'on a engagé ici, ce surdébit, il va peut-être manquer à d'autres, donc il va falloir gonfler un peu la pompe. Donc ça, c'est la première problématique. Mais l'autre problématique, c'est peut-être encore plus grave, c'est que là, on ne va plus revenir à 50, mais comme on est en surdébit, on va revenir plus chaud, comme les premiers schémas que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc en fait, d'autoriser des surdébits, ça a un impact direct sur le delta T. On va tout de suite dégrader le delta T. Donc c'est bien pour ça qu'il faut bien raisonner en maîtrise des débits. Donc sur un radiateur, que trouve-t-on classiquement? Donc on a par exemple un robinet thermostatique, un coude de réglage ou un tête de réglage. Si on prend un radiateur de 1000 watts avec une chute de 15 degrés, 15 Kelvin, on tombe sur un débit de 57 litres par heure. Et pour ceux qui ont déjà réglé des têtes de réglage, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ça s'est fait dans le passé, de régler 500, 1000 têtes de réglage, donc on a mal aux genoux à la fin de la journée. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'un tête de réglage, c'est un passage, un KV relativement important, et que là, j'ai fait une simulation avec des delta P tout à fait corrects sur le radiateur. Un quart de tour, c'est déjà 60 litres par heure.
Un demi-tour, c'est 110 litres par heure. Donc là, vous voyez qu'on a besoin de 57 litres par heure. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On est entre un quart, un cinquième, on ne sait pas exactement où on est. Donc ce n'est pas du tout précis. Et surtout, ça peut être déréglé très facilement par l'occupant. Donc ça n'a aucune précision. Donc, par exemple, une solution, dans les solutions automatiques qui existent maintenant sur le marché, donc là, bien sûr, je vous parle de la solution d'Enphos, c'est un robinet auto-équilibrant. Là, vous réglez sur une position un débit maxi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le coude de réglage, il ne s'appelle plus coude de réglage finalement, il s'appelle coude, il ne sert qu'à isoler. On va régler un débit maxi. Donc, le robinet va fonctionner entre 0 et le débit qu'on a réglé. Donc, on ne s'occupe plus du T de réglage, on laisse tomber. C'est complètement illusoire de pouvoir régler un débit là-dessus. Alors, pourquoi limiter le débit? Comme tout à l'heure, je vous ai dit, je reprends l'exemple d'un radiateur 1000 watts, 57 litres par heure. Il faut bien savoir que sur des installations anciennes, et il y en a beaucoup avec des robinets manuels encore, le passage d'un robinet manuel, il est relativement gros. C'est-à-dire que si on a la même paire de charges sur ce radiateur-là que sur ce que je vais vous montrer sur un robinet thermostatique, on peut avoir des débits relativement importants. Là, bon, là j'ai pris un KV, c'est-à-dire un passage du robinet manuel classique, ouvert en grand. On est en capacité de passer 230 litres par heure. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur débit. On voit immédiatement la température, la 61. La puissance, on voit bien qu'elle n'augmente pas beaucoup. Hein. Le simple fait de maîtriser le débit, par exemple avec un robinet auto-équilibrant, réglé à 5, entre 5 et 6, à 5,5, tout de suite, on va limiter le débit donc, à 57 litres. La puissance, on la limite, mais on voit que ça ne joue pas tellement là-dessus. Ce qui est vraiment spectaculaire, c'est que la maîtrise des débits, c'est ce qu'il faut noter, va avoir un impact, non pas sur la puissance, mais plutôt sur la température de retour, le delta T. C'est immédiat. Alors donc, ce robinet, chez nous, bon, il a une dizaine d'années. Pourquoi il est intéressant en rénovation? Et il y a nombre d'installations de rénovation qui sont réalisées en France et en Europe également. Tout simplement parce qu'en termes de simplicité, justement pour la rénovation, puisqu'on est souvent en colonne, justement, on n'est pas du tout dans le neuf avec des boucles horizontales, où là, il y a d'autres solutions. Le robinet auto-équilibrant, le RADV, c'est son nom, et va sur chaque radiateur. Et chose intéressante, que fait-on des vannes d'équilibrage en pied de colonne? S'il y en a ou s'il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, ce n'est pas grave. S'il y en a, elles n'ont pas de rôle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas besoin. Donc, en rénovation, on ne va pas demander à les enlever. On va juste demander et s'assurer qu'elles soient ouvertes en grand. En général, elles ne sont jamais bridées. Donc, en tous les cas, il n'y a plus de fonction à ce niveau-là, puisque c'est fait au niveau des radiateurs. Le robinet auto-équilibrant, lui, c'est un débit maîtrisé. Donc, tout de suite, il faut bien penser delta T maîtrisé. Donc, comme les débits sont réduits, la pompe va être optimisée. Et on s'assure que l'équilibrage est réellement réalisé parce que dans le produit même, dans le prix du robinet auto-équilibrant, il y a déjà un équilibrage qu'on n'a pas du tout dans un robinet manuel. Et un gain de temps, parce que là, il s'agit juste de mettre le robinet, de le régler. En logement occupé, par exemple, on ferme la porte, au revoir, c'est terminé. On n'a plus à revenir dessus pour aller mesurer quoi que ce soit. Chose intéressante aussi, puisque je parle de rénovation, plus besoin de retrouver les plans de l'installation. Et là, c'est important, puisque quand vous êtes en sous-sol, en local technique, vous voyez des vannes un peu partout. Si vous dites au metteur en point, tiens, il faut régler ces vannes-là, peut-être qu'il a complètement pas la connaissance de ce qu'il y a derrière. Donc, comment régler un débit sur une vanne où on ne connaît pas le réseau? Là, on n'en a pas besoin, puisqu'on va régler le débit par émetteur. Donc là, c'est vraiment une solution très, très dédiée à la rénovation. Sur les boîtes, bien sûr, on indique les débits. Donc ça, c'est normal. C'est-à-dire que là, voilà, tout à l'heure, on a vu qu'on était entre 5 et 6 pour avoir nos 57 litres par heure. C'est une solution dont je vous ai parlé, et bien sûr, il y en a d'autres solutions. Donc là, bien sûr, je n'ai pas le temps de vous faire toutes les applications qui peuvent exister, mais là, je vous ai parlé essentiellement de ça. Mais ce qu'il faut toujours maîtriser, c'est cette maîtrise des débits. Alors, pour ceux qui ont perdu les boîtes sur le chantier, etc., il existe des applications qui, justement, permettent, par rapport à la taille du radiateur ou par rapport à la surface de la pièce ou par rapport à la puissance du radiateur, de tout de suite avoir le réglage, puisqu'on a un réglage sur le corps de robinet. Donc ça, c'est pour ceux qui perdent les boîtes. Donc, en fait, pour rebondir un petit peu sur l'intervention au niveau production des chaudières à condensation de tout à l'heure, eh bien, effectivement, le robinet auto-équilibrant, le robinet thermostatique, il va permettre cette maîtrise des débits.
Donc, il va permettre de mieux condenser. Donc, les solutions d'Enphos, du robinet thermostatique, vous savez, puisque ça fait très très longtemps qu'on a inventé ce petit accessoire qui apporte beaucoup d'économie d'énergie et qui a un temps de retour sur investissement très rapide. Nous, c'est des têtes qui se clipsent. C'est une tête qui est très rapide puisque c'est la seule sur le marché à être remplie d'un gaz. Donc, c'est inférieur à 10 minutes le temps de réaction. Donc, il n'y a pas d'outil pour régler la bague ici. Et lorsque l'on met la tête, donc le réglage se retrouve protégé. Donc même si les gens vont aller bidouiller le T ou le coude de réglage en pensant faire quelque chose, en fait le débit il est limité sur le robinet. Donc voilà, ça c'était cette partie. Donc merci de votre attention. Mais encore une fois, justement, l'attention, comme on le disait tout à l'heure, elle est vraiment sur le réseau parce que c'est le réseau qui va déterminer le débit et c'est le réseau qui va déterminer le delta T. Bon, en l'occurrence, là, le robinet autoéquilibrant dont je vous ai parlé, bon, on a fait pas mal de webinaires ces derniers temps, ces dernières années. Donc, vous avez tout à fait libre accès à la chaîne YouTube d'Enphos, où là, vous aurez des webinaires sur d'autres thématiques, mais c'est toujours sur la maîtrise des débits. Voilà ce que je voulais vous dire. En vous remerciant de votre attention. Alors après, je ne sais pas s'il va y avoir des questions. Merci. Merci. Puisque j'ai laissé 5 minutes de battement. Oui, Giovanni. Ouais, moi, j'ai une question parce que, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est très dépendants des bureaux d'études. Et les bureaux d'études ne favorisent pas nécessairement la pose des robinets thermostatiques, même si la loi nous y oblige un petit peu. Parce que en collectivité, le robinet thermostatique est souvent une source de problèmes pour nous exploitants. Donc la question que je me pose, c'est et si on met des vannes différentielles en pied de colonne, est-ce qu'on n'est pas dans une bonne formule? Je comprends que les vannes d'équilibrage, ça ne peut être que très ponctuel. Mais les vannes à pression différentielle, c'est peut-être la solution si on ne remplace pas les robinets thermostatiques. On parle de vannes d'équilibrage de différentiel, c'est-à-dire qui est montée en série sur le retour. On ne parle pas des vannes de bypass. Hein. C'est aussi des vannes pressostatiques. Hein. Ouais, non, c'est celles qu'on peut mettre sur les pieds de colonne, qui communiquent entre elles et qui permettent justement de pouvoir réajuster le débit en fonction des... Oui, de toute façon, mais tout équipement, alors, nous, on en voit beaucoup, moi en particulier, je vois beaucoup de bureaux d'études, effectivement. Alors, quand je dis effectivement, dans le neuf, mais il n'y a pas photo, le robinet thermostatique, quand on cherche du gisement d'économie d'énergie, dans le neuf, il va y être, il y a des thermostats, des choses comme ça, c'est la régulation pièce par pièce. Donc, la régulation de température, on va dire maximiser la température de la pièce, ça génère déjà moins de déperdition dans l'économie. Là, le discours, il était plutôt sur la maîtrise hydraulique qui va, lui, avoir un impact sur toute l'installation. Alors, bien sûr, j'ai bien, comme vous, puisque vous faites partie de ce milieu-là, et moi aussi, ça fait quelques années que je fréquente aussi les exploitants, il y a toujours cette thématique-là de dire que ça pose des problèmes. Moi, j'en vois plein quand même d'installateurs. Alors, soit on tombe sur des installations vraiment pourries où c'est complètement beau, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais j'ai tendance à dire que ça commence à se retirer, ça, parce que autant quand je suis arrivé chez Danfoss il y a 35 ans, on avait eu un épisode, une série ou d'autres fabricants, des robinets qui grippaient. Tous les fabricants ont essayé de trouver des solutions et ont trouvé des solutions. Donc maintenant, dans les robinets, c'est pratiquement que des matières synthétiques, si vous voulez. Donc il n'y a plus cette histoire de grippage. Après, il peut y avoir des phénomènes peut-être en logements sociaux de casse ou de choses comme ça. Là, on va utiliser plutôt des têtes très costauds, des têtes collectivités. Mais d'un point de vue hydraulique, ce qu'on dirait effectivement, c'est que les robinets, il y a bien longtemps que sur le marché, donc même là, je ne parle pas que pour Danfoss, les robinets ont vraiment atteint vraiment un fonctionnement, on va dire, où il n'y a plus de grippage, parce que c'était ça la question essentielle qu'on avait il y a une trentaine d'années. Mais bien sûr, ça c'est résolu. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on fait une rénovation, puisque là, l'objet, c'était une rénovation, pas dans le neuf. Dans la rénovation, si on dit, tiens, vous allez mettre des robinets d'Enphos sur une installation, et puis bon, c'est pas grave, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, si elle est sale ou pas, je dis, ça, c'est un peu criminel. Et je rejoins un petit peu pareil pour les fabricants de pompes. Oui, il y a quand même la qualité d'eau à faire, à regarder. Un pot à bout, c'est la moindre des choses. C'est peut-être ça la problématique. C'est pas lié au robinet thermostatique en lui-même. C'est lié à, oui, mais on n'a même pas regardé ce qu'on avait dans l'installation. Vous voyez ? Mais ça, on le voit, les bureaux d'études, ils prescrivent des pots à bout. Ils prescrivent des traitements chimiques, pardon, peut-être pas toujours, mais les pots à bout, je les vois très très souvent sur les schémas. Hein. Enfin, vous devez en installer, je pense. Ok.
Disons quand même qu'un des problèmes que nous pouvons avoir en rénovation, ce sont justement les émetteurs. Sachant que c'est souvent des réseaux qui ont été dimensionnés sur un volume d'eau à température moyenne de 80. Alors, des travaux d'isolation ont pu descendre effectivement les températures qui sont nécessaires. Par contre, des travaux d'aménagement ont fait aussi que les gens ont pu changer des radiateurs sans rester dans les gammes de puissance. Et là, c'est vraiment le point sur lequel il faudrait sensibiliser. Et je pense que nous, en tant qu'exploitants, mais vous, en tant que fabricants, sensibiliser les bureaux d'études sur l'importance d'avoir des émetteurs adaptés aux besoins de l'immeuble et adaptés à la condensation. Bah justement, si le radiateur est existant et en place, il a été surdimensionné, isolation par l'extérieur, on peut dire on est en surdébit. Et encore, ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, on peut baisser la courbe de chauffe, auquel cas, on va rabaisser la puissance. Mais en tous les cas, il faut bien voir que le robinet thermostatique, c'est justement un limiteur local, parce que lui, il va rattraper, s'il y en a vraiment qui est en surchauffe dans une pièce, cela, c'est le régulateur de température ambiante qui va venir travailler. Et bien sûr, on s'appuie là-dessus, en plus sur la limitation de débit, dont je viens de vous parler, que j'appelle un garde-fou. Parce que même si la personne enlève la tête, fout un coup de masse dessus, on aura toujours la limitation de débit, donc toujours le bon delta T. Ah, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Là. Merci. Bon, le texte, après, on verra ça discrètement. Il est peut-être temps, alors, Giovanni, d'organiser une table ronde avec les bureaux d'études, avec nos partenaires industriels, les bureaux d'études et nos sociétés d'installation. Et éventuellement les conseillers info-énergie aussi. Oui, absolument. Le souci, c'est que c'est très bien, sauf que tu as bien vu que quand on commence à réunir les bureaux d'études, on n'a pas grand monde qui débarque, quoi. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Peut-être que vous, ou BDR, ou Danfoss, ou Elco, avec la puissance de vos marques, pourriez peut-être appeler 2, 3, 4 bureaux d'études qui soient spécialisés sur ces sujets-là. Ah, mais de toute façon, le fait de se rencontrer permet déjà d'entendre les mêmes choses, les problématiques de chacun, exactement, qui ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que de toute façon, une rencontre est toujours intéressante. Ça, après, voilà. Puis il y a un autre sujet aussi, par exemple, dans les copros franciliennes, pour vous exploitants, c'est moi des fois quand je vois les prix des contrats, je me dis, mais attends, il faut. C'est un truc de fou, quoi. C'est. Vous pouvez pas. Moi, je vois ça de l'extérieur, mais quand je vois les prix qui sont donnés pour faire une exploitation d'une chaufferie, à un moment, il y a peut-être question. Et les gens, après, qui gueulent, ouais, mais il n'a pas fait le boulot. Ouais, mais attends, tu ne payes pas. C'est un moment. Oui, mais ça, c'est un discours tout à fait d'accord avec toi. On se bat depuis des années là-dessus en commission. C'est un discours qu'on n'arrive pas à en faire entendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a trop mal habitué nos clients. J'ai encore là, j'ai 2 mails ce soir où on me demande une baisse de mes contrats. C'est-à-dire qu'en fait, on annonce l'augmentation des matières premières, on annonce des délais importants, tout augmente autour de nous, et bien, les déplacements coûtent de plus en plus cher par rapport à l'énergie, à l'essence, etc. Et bien, aujourd'hui, on te demande encore de baisser le prix de ton contrat. Et le pire, c'est que tu auras toujours un exploitant, voire plusieurs, qui vont répondre à ça. Et là, on n'en sort pas. On n'en sort malheureusement pas. C'est là la force du GCCP. Et là, c'est à vous, peut-être faire bloc pour dire à un moment, moins de temps, on n'y va pas, quoi. Mais là, c'est vrai qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Et là. Le marché d'exploitation est assez particulier. Oui, bien sûr. Le GCCP est avant tout un syndical rattaché à l'FFB qui est plus dans l'aide de construire. Donc, c'est vrai que nous avons des exploitants de chauffage. Mais le gros des exploitants de chauffage, c'est des sociétés qui titrent à 30 000, 40 000 personnes, voire 100 000, et qui, elles, font des ratios sur des cités de 15 000 logements et s'en servent de leur moyenne pour faire un prix moyen du logement.
Et puis, on a ceux qui veulent se mettre à l'exploitation puisque c'est rentable, qui ne connaissent rien et qui font des prix. On l'a vu. Voilà. On l'a vu. Hein. Il y a des. Donc, notamment sans vouloir trahir un petit peu le marché, quand tu vois des sociétés qui sont spécialisées dans les répartiteurs de frais de chauffage, qui associent la pose de robinets thermostatiques, qui malheureusement les installent à la va que je te pousse, et puis derrière, nous on rame, parce qu'il y a eu des opérations commando, les robinets sont mal posés, je passe même des fuites. Derrière tout ça. Donc voilà, on n'est pas cohérent et pourtant, c'est pourtant des thématiques qu'on soulève à chaque commission, à chaque rencontre. Voilà, le souci, c'est qu'autour de la table, tout le monde adhère, mais après, dans la réalité des faits, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bon, après, voilà, c'est. On va pas refaire le monde, mais. Ok. Bon, nous avons atteint l'heure. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Dans ce cas, je vous propose d'arrêter. Donc, je vais couper l'enregistrement vidéo. Et j'en profite pour vous souhaiter donc une bonne soirée. Et vous rappeler que notre prochaine visio aura